résistance au cisaillement des sols. Notez bien que ces vidéos vous permettent de mieux comprendre le cours. Il est suivi des travaux dirigés ainsi que vous pouvez m'envoyer vos questions sur le forum ou sur mon email. Bonjour, je suis Rada et vous pouvez me contacter sur mon email. On va découvrir la résistance de cisaillement des sols en plusieurs vidéos. Dans ce vidéo et après une introduction, je vais vous présenter les contraintes qui agissent sur un plan de cisaillement et les relations qui existent entre elles. Dans un deuxième, on va découvrir les contraintes à la rupture et les deux principaux paramètres de la résistance au cisaillement. Et dans un troisième, je veux vous présenter les principaux essais effectués in situ et en laboratoire pour mesurer les paramètres de la résistance au cisaillement des sols. On va commencer par une introduction. La rupture de l'acier est effectuée par traction, le béton par compression et le sol. Quelles sont les sollicitations qui provoquent sa rupture? Il existe trois types de sollicitations agissent sur un élément de sol. La première sollicitation est l'attraction, étant donné que la cause principale de cette sollicitation est la gravité terrestre, créant des efforts verticaux dirigés vers le bas. Ces contraintes de traction sont en général absentes. La deuxième est la compression, créée par les ouvrages au-dessus. Les sols présentent une bonne résistance à la compression. En général, la rupture par cette sollicitation est presque impossible, d'où la résistance à la compression n'est pas le critère de dimensionnement des ouvrages. La troisième est le cisaillement. La rupture d'un sol par cisaillement est provoquée avant que le sol se rompe par compression. Donc, afin de dimensionner les ouvrages de génie civil, quelle que soit fondation ou ouvrage de soutènement, il suffit de connaître la résistance au cisaillement du sol. La nature montre qu'il existe deux principaux modes de rupture. Le premier mode de rupture est la rupture par glissement sur une surface, qui correspond à un glissement de terrain. Il s'agit d'un déplacement de masse de terrain meuble ou bien rocheuse le long d'une surface de rupture. Ces mouvements ou déplacements des terrains sont engendrés soit par l'action de la gravité ou par des forces extérieures, quelles que soient hydrauliques ou sismiques, ou par une modification des conditions limites. Sur cette photo, je vous présente un glissement des terrains dans une région de la Colombie-Britannique, où on peut voir clairement la surface de rupture ou de cisaillement. Le deuxième mode de rupture est la rupture par plastification et l'écoulement d'une masse de sol. Elle se produit sous l'effet des surcharges provenant de l'ouvrage et transmis par les fondations au sol. Si on augmente les charges ou les contraintes dans un massif de sol, les déformations augmentent jusqu'à ce qu'elles deviennent excessives et le massif de sol atteint un état de rupture pour un certain niveau de sollicitation. L'exemple le plus célèbre de ce mode de rupture est les silos à grains du chemin de fer canadien. Quand il est rempli de blé, il s'enfonça dans le sol jusqu'à ce qu'il s'incline à un angle de 30 degrés à cause des surcharges provenant du blé. Pour résoudre ce problème, ils ont construit une nouvelle fondation en substrat rocheux. Et maintenant, je veux vous présenter les contraintes qui agissent sur un plan de cisaillement et les relations qui existent entre elles. Lorsqu'un système d'effort tangentiel ou un effort tangent est appliqué à un volume déterminé d'un sol, il se développe en général une contrainte de cisaillement. Cette contrainte de cisaillement taux présente le rapport entre l'effort tranchant au cisaillement
par la surface de la section droite cisaillée. Savez-vous comment se produit cette contrainte de cisaillement dans les sols? Comme nous avons pris dans le chapitre des contraintes dans les sols, à une certaine profondeur dans un dépôt du sol, la contrainte verticale appliquée à un élément unitaire de sol correspond au poids propre du sol qui se trouve au-dessus, réparti sur une unité de surface horizontale. Et si on applique une surcharge à la surface d'un dépôt de sol, l'augmentation de la contrainte verticale dépend de l'importance de la surcharge. De même, on a vu que toute contrainte verticale induit une contrainte horizontale dans l'élément de sol. Il illustre les contraintes verticales et horizontales en équilibre appliquées à un élément unitaire de sol situé à une profondeur Z. On trouve la figure suivante. Les contraintes verticales et horizontales agissent sur l'élément de sol induit un plan de cisaillement ayant un angle d'inclinaison phi par rapport à l'horizontale. Sur ce plan de cisaillement ou de rupture, une contrainte tangentielle tau, qu'on l'appelle résistance au cisaillement, et une contrainte normale sigma n se développe afin de maintenir l'équilibre. Qu'est-ce qu'une contrainte de cisaillement qui provoque la rupture de sol? Donc, les contraintes de cisaillement entraînent des déformations des sols. Ces déformations peuvent être importantes le long de certaines surfaces, qu'on l'appelle surface de glissement ou surface de rupture. Comme on a vu précédemment, la résistance au cisaillement d'un sol est définie comme étant une contrainte qui sert à maintenir l'équilibre le long de la surface de rupture ou de glissement. Et le moment de rupture du sol correspond à un dépassement de la résistance aux contraintes de cisaillement à sa valeur limite ou maximale. Finalement, la résistance au cisaillement est la contrainte de cisaillement maximale ou limite que le sol peut supporter avant la rupture. D'où la résistance au cisaillement traite les grandes déformations, c'est-à-dire le comportement des sols à l'état d'écoulement plastique ou à l'état de rupture. Pensez-vous qu'à ce stade-là, peut-on appliquer la loi de Hooke? La loi de Hooke étudie le comportement des sols dans le domaine élastique. Cette loi n'est plus valable maintenant. On peut utiliser alors des nouvelles lois. Le premier est le critère d'écoulement plastique, qui représente la frontière du domaine d'élasticité. Le deuxième est le critère de rupture de Mort-Colomb, représenté par une courbe appelée la courbe intrinsèque ou la courbe enveloppe d'un sol, qui est l'enveloppe des cercles de Mort correspond à la rupture. Ce dernier de Mort-Colomb est le modèle le plus utilisé dans la pratique courante de la géotechnique. Maintenant, je veux vous introduire le critère de rupture de Mort-Colomb. Considérons deux corps solides en contact le long d'une surface d'RS, telle que la surface de contact est soumise à une force normale F, constante, et une force tangentielle T, croissante. Quand la force tangentielle T au-dessous d'un effort tangentiel limite, le contact entre les deux corps est stable et aucun déplacement relatif du corps 1 ne se manifeste. On parle alors de équilibre stable. Lorsque l'effort ou la force tangentielle T atteignent la valeur de la force tangentielle limite, T limite, les contraintes tangentielles ou de cisaillement à la surface de contact atteignent sa valeur maximale. Cette contrainte de cisaillement assure la stabilité de contact de deux corps. Elle est appelée résistance au cisaillement du corps 1 par rapport au corps 2, c'est-à-dire les contraintes qui gardent le corps 1 stable par rapport au corps 2. On parle alors d'état d'équilibre limite de contact ou seuil de rupture.
Et maintenant, si la force tangentielle dépasse la valeur de la force tangentielle limite, les contraintes de cisaillement dépassent sa valeur maximale, c'est-à-dire qu'on dépasse l'équilibre de limite de contact. Et la rupture se manifeste par un glissement ou déplacement relatif infini du corps 1 par rapport au corps 2. On remarque que cette résistance de cisaillement dépend de l'état de surface de contact, c'est-à-dire le frottement qui peut entraîner la surface de contact. De même, l'ingénieur et le physicien Coulomb a remarqué au cours de ses recherches que la résistance au cisaillement à la rupture était directement proportionnelle à la contrainte normale. Plus cette dernière augmente, plus la résistance au cisaillement devrait grande. D'où on peut écrire la résistance de cisaillement limite comme suit. Taux limite est égal à la contrainte normale sigma fois F. F est appelé coefficient de frottement de la surface de contact. Elle caractérise la rugosité de surface de contact. Ce coefficient devra être nul pour une surface lisse. Le coefficient de frottement engendre un angle de frottement interne qu'on l'appelle sigma, d'où ce coefficient est égal par conséquent à la tangente de l'angle sigma. En état d'équilibre limite, l'angle de frottement interne sigma est égal à une valeur maximale qu'on l'appelle sigma max, que représente l'inclinaison maximale qui se manifeste au début de la rupture et on le pose phi. On peut écrire que la contrainte limite est égale à la contrainte normale fois la tangente du sigma max ou la tangente phi. On appelle l'angle phi l'angle de frottement du corps 1 par rapport au corps 2 ou l'angle de frottement interne. On peut formuler le critère de stabilité de contact entre deux corps comme suit. Si la contrainte de cisaillement est inférieure à la contrainte de cisaillement à la rupture, nous sommes dans l'état d'équilibre stable, c'est-à-dire le corps 1 stable par rapport au corps 2. Si la contrainte de cisaillement est égale à la contrainte de cisaillement à la rupture, l'équilibre est limite. Il s'agit du seuil de rupture par déplacement relatif. Si la contrainte de cisaillement est supérieure à la contrainte de cisaillement à la rupture, l'équilibre de contact est rompu et les déplacements relatifs se déclenchent. On peut généraliser l'exemple précédent de deux corps au sol. Ce dernier manifeste aussi d'une résistance au cisaillement, quantifiée d'ailleurs par une contrainte tangentielle limite, taux limite ou taux de rupture, qui est égale à une contrainte normale
fois la tangente phi. Le cisaillement inter dans les sols est effectué selon un plan incliné qu'on appelle plan de rupture et l'angle phi représente l'angle de frottement interne à la rupture. Pour les sols, cette contrainte tangentielle résultant de deux composantes fondamentales. La première, c'est la résistance par frottement entre les grains du sol. Il s'agit d'un frottement sol-sol ou interne et se caractérise par l'angle phi, qui dit angle de frottement interne. La deuxième s'agit d'une résistance par adhérence ou par cohésion des particules du sol. Des forces de cimentation naturelles peuvent exister dans les sols fins et contribuer à coller les grains les unes contre les autres. Ce sont les forces de cohésion C. Finalement, tout sol présente une résistance au cisaillement qui est due au frottement intergranulaire, contact entre les grains et aux forces d'attraction entre les particules dans le cas des sols fins. Cette résistance varie selon la dureté des grains et l'état des surfaces de contact. Cependant, cette notion de résistance de cisaillement n'est pas toujours facile à définir. La rupture d'un sol est généralement définie suite à l'élaboration d'une courbe qu'on l'appelle contrainte déformation, à partir des essais à déformation contrôlée. En effet, si on porte l'évolution de cette courbe de la contrainte de cisaillement en fonction de la déformation, on obtient deux types de courbes qui traitent de mode de rupture. La première courbe présente un maximum ou un pic qui indique qu'on a atteint la rupture. On admet que ce maximum Tmax indique l'effort nécessaire pour provoquer la rupture. Ce palier indique que le sol présente un état de plasticité parfaite. La deuxième courbe a une allure asymptotique. On attribuera la rupture à la valeur maximale de la courbe, taux limite. La connaissance de la résistance au cisaillement d'un sol sert pour la résolution d'un grand nombre de problèmes en géotechnique, tels que la détermination de la capacité portante des fondations superficielles et profondes, l'étude de la stabilité des ouvrages de soutènement, l'étude des glissements des terrains, la stabilité des talus, les pentes et les barrages. Dans le prochain vidéo, on va découvrir comment caractériser les contraintes à la rupture et les paramètres de la résistance au cisaillement.